Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Heurtebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, RTI, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons analyser un événement qui concerne la Chine et le Pacifique et qui va permettre en fait de faire le point sur à la fois la puissance chinoise et la portée de l'implication de sa présence dans l'Indo-Pacifique. Donc l'événement dont nous voulons parler, donc c'est celui-ci. Le mardi 25 septembre, donc il y a quelques semaines, la Chine a annoncé avoir effectué avec succès un tir d'un missile balistique intercontinental dans l'océan Pacifique. Donc c'est un missile ICBM qui transportait une ogive factice, si l'on peut dire, c'est-à-dire que ces missiles balistiques intercontinentaux, ce sont des missiles qui peuvent porter en fait une charge nucléaire, une ogive nucléaire. Et donc, cette ICBM, elle a été lancée par ce qu'on appelle la Rocket Force de l'Armée populaire de libération, la force des fusées, si on veut traduire ça littéralement. Donc c'est cet essai de missile qui a été effectué avec succès, donc du point de vue chinois, donc qui a réussi, qui s'est écrasé, donc on va voir, dans l'océan Pacifique. Donc selon le ministère chinois de la Défense, le missile est tombé dans des zones maritimes attendues, donc c'est ça qui fait le succès de l'opération. Donc il a été envoyé et il est retombé dans la zone test prévue. Et donc selon le ministère chinois de la Défense, il s'agit d'un test de routine de notre plan d'entraînement annuel dirigé contre aucun pays ou cible. Donc il y a ici des informations. C'est un test de routine. Ça fait partie d'un plan d'entraînement annuel et en fait, ce lancement, il doit pas être pris comme une agression ou comme une volonté d'imposer sa puissance ou comme de montrer sa force militaire. C'est juste un exercice. Il y a personne qui n'est visé. Donc ça, c'est le discours donc chinois par rapport à cet exercice. Donc maintenant, comment est-ce qu'il a été perçu, comment est-ce qu'il a été annoncé, comment est-ce qu'il a été analysé. Donc évidemment, quand on fait des tests de cette nature, il faut prévoir, il faut surtout annoncer pour pas qu'il y ait d'objets qui se trouvent à proximité, à la fois au niveau de la trajectoire du lancement et aussi évidemment au niveau de son arrivée. Et donc il y a eu des avertissements de navigation maritime aérienne qui ont été émis 2 jours avant, le lundi 23 septembre, pour des zones assez larges, en fait, qui sont situées au nord-ouest et au nord-est donc de la Chine, et qui étaient liées au lancement. Donc les avertissements de navigation citent en fait donc ces opérations spéciales. Cependant, dans ces avertissements qui ont été émis par la Chine, en fait, il y a un certain flou quant à la nature même de ces opérations. Et en fait, quand la Chine a émis des avertissements pour les pays riverains concernés, il s'agit pas, le fait qu'il s'agisse d'un lancement d'un ICBM n'était pas en fait extrêmement clair. Alors d'où est-ce qu'ils sont venus, où est-ce qu'ils sont reposés, écrasés, ces missiles. Donc ils ont été probablement, parce qu'évidemment ça fait partie d'un peu secret défense, ils ont été probablement tirés depuis Hainan, ou assez à proximité. Donc ils ont été tirés à partir de la terre et pas d'un sous-marin nucléaire. Donc ils ont été tirés depuis Hainan et ils ont atterri près de la Polynésie française. En fait, quand on dit près, c'est quand même à plusieurs centaines de kilomètres, milliers de kilomètres. Et donc première chose, c'est le fait que le lancement du missile se fasse depuis Hainan, donc depuis un silo intérieur. Ça montre qu'en fait il s'agit d'un test que la Chine ici teste ces missiles longue portée mobiles. Donc ça c'est au niveau, on va dire, de l'analyse technique du lancement. Ce qui est maintenant, si on se penche un tout petit peu sur l'analyse au niveau déjà de la réception,
Donc, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a une sorte de dissensus, une sorte de non-accord, de non-consensus au niveau des alliés. Donc, je veux dire, au niveau des puissances européennes ou occidentales, si l'on veut, par rapport à ce lancement. Donc, selon le site d'information Xinhua, qui reproduit la parole officielle, la Chine a informé à l'avance les pays concernés. Donc ça, c'est la position de la Chine. Il y a eu information à l'avance, mais il n'y a pas eu de précision apparemment qui ont été données dans cet article. L'article juste dit que le missile est retombé dans la haute mer de l'océan Pacifique, mais il est dit que les pays ont été informés. Et donc la France et les États-Unis, donc à travers leur porte-parole, leur ministère, ils ont indiqué qu'en fait ils ont bien été notifiés par les autorités chinoises de ce test. Et il y a même donc un porte-parole du Pentagone qui dit de fait d'avoir reçu cette notification, disant que il s'agit d'un pas dans la bonne direction, permettant de réduire les risques, parce qu'évidemment, sans annoncement, il peut y avoir un risque de perception, de mauvaise perception ou d'erreur de calcul, pour dire ça de façon euphémistique. Mais en fait, cette perception du lancement de son annonce par la France et les États-Unis, elle diverge un peu de celle qu'on peut avoir au Japon, Nouvelle-Zélande, Philippines. Donc, selon un responsable des gardes-côtes japonais, s'il y a eu bien un avertissement du point de vue de la Chine, en fait, la Chine aurait parlé de débris spatiaux. Donc, en fait, est-ce qu'il s'agissait d'un nouveau lanceur vers l'espace ou d'un missile intercontinental? C'est quand même assez différent. La notion de débris spatiaux est assez vague. Et le porte-parole du gouvernement japonais, Yoshimasa Hayashi, a même déclaré qu'en fait, le Japon n'avait pas été informé avant le lancement, et que ce renforcement militaire de la Chine était préoccupant. Donc, les autorités philippines, donc les Philippines, c'est un peu un peu la même idée. Oui, il y a eu des avis de sécurité maritime aérienne sur certaines zones au nord-ouest et au nord-est du pays, des Philippines, mais en fait, sans spécification relative à la nature du lancement lui-même. Du point de vue du ministère des Affaires étrangères de Nouvelle-Zélande, ce lancement est en fait cet atterrissage conséquent de ce missile balistique intercontinental dans le Pacifique Sud, évidemment préoccupant, puisqu'évidemment ça met la Nouvelle-Zélande évidemment au centre du radar chinois. Donc le porte-parole du ministère des Affaires étrangères donc de Nouvelle-Zélande, Winston Peters, il a dit les dirigeants du Pacifique ont clairement exprimé leur attente d'une région pacifique, stable, prospère et sûre. Autrement dit, la position quand même donc des pays qui sont présents, Japon, Nouvelle-Zélande, Philippines, c'est que c'est un essai qui rajoute de l'instabilité, c'est un essai qui rajoute à la militarisation évidente de toute la zone. Alors pourquoi ces différences de traitement entre la Chine entre la France et les États-Unis et les pays comme le Japon, la Nouvelle-Zélande et donc les Philippines par rapport à ce lancement? Alors donc on a dit évidemment la position géographique, ils ne sont pas concernés au premier chef par l'atterrissage de ce lancement, même si comme on a dit, c'est évidemment c'est assez proche en termes de la Polynésie française, et donc on peut dire que l'argument géographique n'est pas complètement valide. Est-ce qu'on peut dire que la France a minimisé parce que se sentait pas touchée? Pas vraiment, puisque la France hors métropole, donc on sait que la zone économique exclusive des eaux maritimes françaises est une des plus grandes au monde, et les Polynésies françaises font partie de ces possessions françaises. C'est plutôt en fait sans doute par rapport au fait que la France et les États-Unis elles-mêmes sont des puissances nucléaires qui ont elles-mêmes recours en fait à de tels exercices. Par exemple, le 18 novembre 2023, l'armée française avait annoncé avoir effectué avec succès un tir d'essai de nouveaux missiles balistiques lancés par un sous-marin. Donc en France, c'est souvent à travers un sous-marin, puisqu'ils ont c'est le sous-marin nucléaire. Donc à la fois, quand on dit sous-marin nucléaire, il y a deux choses. C'est d'une partie, c'est un sous-marin qui a une propulsion nucléaire, et autre partie, c'est un sous-marin qui est capable de lancer des missiles nucléaires. Alors, il ne faut pas confondre les deux, c'est pas tout à fait pareil. Surtout quand on parle de l'AUKUS et quand on parle de l'Australie. Sous-marin nucléaire, ça veut dire qu'il a une autonomie sous l'eau qui est bien plus grande qu'un sous-marin classique du fait de sa propulsion nucléaire. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un sous-marin qui abrite des ogives nucléaires ou qui est en mesure de les lancer. Ok. Donc ce test français
ce test français, en fait, c'est ce qui a été testé, c'est ce qu'on appelle un SLBM. Donc c'est le M51. C'est un missile qui a une autonomie de 8000 à 10 000 kilomètres et qui transporte 6 à 10 ogives thermonucléaires. Et on pense que le missile balistique intercontinental chinois serait en fait du type Dongfeng. Donc c'est un missile qui a une portée entre 13 000 et 16 000 kilomètres. Et le DF, donc le Dongfeng 5C, peut transporter 12 ogives nucléaires. Et en fait, apparemment, le missile qui aurait été testé, c'est en fait un Dongfeng 31 qui peut, lui, emporter une arme thermonucléaire de 1 mégatonne. Voilà. Donc ici, on est sur ce contexte de la militarisation du Pacifique et évidemment de l'extension de la puissance nucléaire chinoise qui, à travers cet exercice, s'affirme. Dans un second épisode de ce podcast, on va essayer en fait d'analyser un peu plus le discours de la Chine par rapport à cet exercice, en montrant qu'en fait c'est pas vraiment un exercice de routine et c'est pas tout à fait. Est-ce que c'est tout à fait exact que aucun pays n'est visé? On peut aussi en discuter. On le fait la semaine prochaine. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.